Je vais commencer en fait par mon petit truc d'intro, toujours le réchauffement climatique, un sujet d'actualité brûlante. C'est une petite blague, mais bien sûr. Après, on verra sur ce qu'est la différence entre météorologie et climat, parce que justement, pour bien séparer les deux choses, nous on parle de réchauffement climatique. La météo fait partie, mais il faut être clair que c'est sur le climat. Après, y a-t-il réellement un réchauffement du climat? Encore dernièrement, j'ai fait une partie de ce cours-là en M2, et il y avait des étudiants qui, en M2, me disaient « oui, c'est pas clair, j'aimerais bien avoir des infos claires ». Donc j'espère que ça répondra à ça. Après, on parlera de l'effet de serre, et c'est un petit peu avant, mais justement, je ferai cette petite expé, qui a quelques biais expérimentaux, mais qui est quand même assez démonstrative, donc je vais la faire. L'histoire de l'effet de serre, qu'est-ce que l'effet de serre et les gaz à effet de serre, et sinon à l'avenir. Donc c'est un gros programme, j'espère que je vais arriver à tout faire dans le temps. Dès que je commence à être un peu limite, il faut me dire, et me laisser juste 10 minutes pour que je puisse aller à la fin si possible. Alors en fait, le truc, comme je l'ai commencé en 2007, en partie parce qu'il y avait eu ce prix Nobel, là en 2007, on avait beaucoup parlé d'Al Gore, mais un peu moins du GIEC. Donc le GIEC était représenté à l'époque par Rajendra Pachauri, qui était le président du GIEC, on verra après ce que c'est. Mais voilà, c'est ça ce qui a un peu lancé les débats. Vous verrez que c'était déjà un peu tard. En fait, les infos, on les connaissait depuis bien avant 2007, mais c'est vraiment en 2007 où les choses ont pris de l'ampleur. Alors en fait, le GIEC, c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pourquoi ils ont eu le prix Nobel en 2007? Parce que justement, ils avaient sorti leur 4e rapport de synthèse en février, et que ça avait été un peu Enfin, on avait voulu mettre l'accent sur cet aspect-là. Depuis, il y a eu le 5e rapport qui est sorti en 2013-2014. Alors en fait, c'est sur 2 ans, parce qu'il y a différents working groups, et voilà. Et je passe un peu les détails, parce que là, c'est très, on va dire, diplomatique, et puis pas forcément très intéressant. Néanmoins, là, ça a été le 9 août, pardon. Le 6e rapport est sorti, et j'en ai une version imprimée, mais qui n'est pas forcément évidente à lire, parce qu'il faudrait mieux l'avoir en couleur. Mais le 6e rapport est sorti. Globalement, on n'apprend pas grand-chose de plus que ce qu'on savait déjà, donc je n'aurais pas tout mis à jour, mais si vous me posez des questions, je pourrais faire la différence entre le 4, 5 et 6, si besoin, sachant qu'en fait, les tendances sont les mêmes et que c'est juste accéléré un peu plus fort. En gros, c'est à peu près ça. Tout ça pour dire que le GIEC, quand même, c'est dans le cadre de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc tout ce dont je vais parler, sauf mention un peu spéciale, mais je vais essayer de le prendre de ces rapports-là et donc des Nations Unies. En gros, le GIEC dépend des Nations Unies et normalement c'est indépendant. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu trop de problèmes de dépendance ou de sujet, au sujet de l'indépendance, en fait, des données qui sont données dans ces rapports. Alors, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Je voulais juste revenir là-dessus, c'était qu'en fait, là vous voyez le climat, Chine et Inde s'engagent timidement. Et ça, c'est quelque chose qui date, alors forcément là c'est un tout petit, la date je ne la vois plus, ça date de juillet 2008, parce que justement on parlait de la fin du Kyoto 1 et il fallait qu'il y ait un Kyoto 2. Et en fait, on va voir que le gros souci dans ces aspects de réchauffement climatique, c'est que la physique, on la connaît, les solutions, on la connaît, et c'est des problèmes géopolitiques. C'est essentiellement ça. Est-ce que les pays s'engagent et comment les pays s'engagent? Et clairement, le souci, là, c'est que dans le cadre du Kyoto 1, la Chine et l'Inde n'ont pas été engagés directement. Les États-Unis, eux, ont été engagés, mais n'ont pas ratifié le protocole. Et depuis, il y a toute une succession de j'y vais pas. Et voilà. Donc je voulais juste en parler sur cet aspect que on a les solutions, mais finalement il faut que les pays s'engagent. Et pour le coup, l'Europe là-dessus, on doit l'avouer, est un des pionniers, et on le reverra un petit peu certainement dans la suite. Mais l'Europe est pionnière là-dessus, et ce serait dommage de perdre cette avance qu'on peut avoir. Alors, je ne vais pas redonner tout, enfin il y a plein d'exemples. Juste là, ici, c'était un timbre que j'avais reçu de Belgique dans les années 2009-10, où on voyait ici un truc rouge qui oscillait, comme si un soleil était un peu moins chaud, puis là, le soleil devient plus chaud et la température augmente. Donc clairement, ça pouvait faire un peu flipper, c'est pas du tout la physique, c'est pas du tout ce qui se passe. Voilà, donc à l'époque, on avait pas mal de trucs. Bon, depuis, il y a eu quand même plein de gens, mais bon, j'ai mis Greta Thunberg, j'aurais pu en mettre d'autres, mais qui ont parlé de ce souci. Il y a eu aussi les incendies au Brésil, en Australie, des incendies en Californie, les incendies en Grèce cet été.
pour différentes raisons. Certaines, c'est des raisons même politiques. Au Brésil, il y a une partie de politique là-dessus. Mais voilà, donc vraiment, il y a plein d'aspects qui sont en lien et qui sont les problèmes que l'on connaît tous les jours et qui s'accrochent à cet aspect de réchauffement climatique. Mais y a-t-il réellement réchauffement du climat? Ça, c'est la question qu'on se pose et sur laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Alors d'abord, je vais faire la différence entre météorologie et climat, parce que ça, c'est quand même essentiel. Juste là, c'est une petite définition que j'ai repris du petit Robert, donc c'est la définition du dictionnaire que tout le monde a. Météorologie, déjà ça date de 1500, aux alentours de 1547, alors bon, bref, 1500 et quelques. Études scientifiques des phénomènes atmosphériques. Donc la météorologie étudie les pressions, cyclones, anticyclones, dépressions, les courants, donc le vent, les températures, la présence d'eau dans l'atmosphère, nuages, précipitations. Néanmoins, ce qui est important, c'est que la météo, elle est clairement vue comme un aspect détermination, prévision du temps par la météorologie. C'est-à-dire, ce qui est important, je prends souvent cet exemple avec les étudiants et c'est assez clair, c'est quand on est par exemple au mois de juillet, vous savez que le mois de juillet, globalement, il va faire beau. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est savoir, est-ce que samedi, quand j'ai invité mes 20 personnes à mon barbecue, il va faire beau ou pas? C'est surtout ça. Et ça, la météo, elle tente de répondre à ça. Et ça, c'est une question qui est assez compliquée. C'est est-ce que s'il pleut le samedi matin, mais il ne pleut pas le samedi après-midi pendant le barbecue, ça va. Ça, c'est la météo et c'est très compliqué. Le climat, c'est autre chose. Le climat, en fait, déjà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, qui date du XIIe siècle, qui vient soit du grec ou du latin, mais plutôt très probablement du grec, qui signifie inclinaison d'un point de la Terre par rapport au Soleil. C'est-à-dire que si vous prenez la Terre, vous savez qu'il y a l'équateur, vous savez qu'il y a les tropiques, puis il y a les zones polaires. Et bien en fait, le climat vient essentiellement de la position géographique du point que vous regardez par rapport à l'inclinaison de la Terre. Et donc on sait qu'au milieu, c'est un climat équatorial. Climat équatorial, très chaud, très humide. On sait que sur les pôles, c'est un climat polaire, très froid, il neige beaucoup. Voilà. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, moyennées, beaucoup plus, des tendances beaucoup plus claires que ce que peut l'être la météorologie et des choses beaucoup plus connues. Donc en fait, c'est l'ensemble des circonstances atmosphériques et météorologiques propres à une région du globe, éléments du climat, aridité, humidité, précipitation, vent, pression atmosphérique, saison, donc sécheresse, température, vent. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est clair que là, on ne parle plus de est-ce qu'il pleut, c'est l'humidité en général, ou la quantité de précipitation sur un mois. Donc là, on a des choses intégrées ou moyennées qui sont encore plus précises que peuvent l'être la météo. Alors pour essayer de faire une synthèse, donc des fois je fais des petites blagues, mais je vais m'arrêter. Mais j'ai repris une blague de Coluche, c'est la météorologie est une science exacte. Le problème, c'est que les météorologues ne la connaissent pas. Alors ça, c'était peut-être vrai à l'époque de Coluche et encore, mais vraiment au niveau météorologique, là, c'est devenu hyper précis. Dans le cadre de l'UL, il y a un cours complet sur la modélisation du climat et les modèles numériques, et ils ont amélioré les modèles, mais c'est un truc de dingue, c'est vraiment hyper impressionnant. En tout cas, par rapport à la synthèse de ce que je voulais dire, c'est que l'étude du climat, c'est beaucoup plus global, c'est une moyenne dans le temps, et c'est souvent vu sur une étude dans le passé. C'est-à-dire qu'on prend les données passées, on les intègre, on fait une moyenne spatiale, moyenne temporelle, et c'est vraiment moyenné. La météo, c'est quand même un peu plus compliqué, mais c'est surtout plus local, donc plus de risques instantanés, et surtout le côté prédictif, prévision de la météo du week-end, et pas de savoir si globalement sur le mois de juillet il va faire beau, parce qu'on sait que globalement sur le mois de juillet il va faire beau. Donc voilà, donc j'espère avoir à peu près bien donné les éléments. Maintenant, si je prends la définition du GIEC, le climat, c'est la définition au sens étroit du terme. Le climat désigne généralement le temps moyen. Il s'agit plus précisément d'une description statistique, donc en fonction de la moyenne, donc on retrouve bien la moyenne, et de la variabilité de grandeur pertinente sur la période variant de quelques mois à des millions d'années. Donc là, on est quand même pas facile, entre quelques mois et des millions d'années, il va falloir qu'on tranche. Donc en fait, au sens du GIEC, c'est la période classique retenue par l'Organisation météorologique mondiale est de 30 ans. Ça veut dire qu'en fait, la majorité des données, on verra, ou du moins des moyennes, sont faites sur 30 ans. Donc là, on commence déjà à avoir une bonne statistique. Ces grandeurs sont le plus souvent des variables de surface telles que la température et les précipitations. J'ai mis essentiellement ça parce que ce qui est important, c'est de savoir quelle température il fera, savoir si globalement on peut, nous, vivre en tant qu'humains, c'est un peu ça la question.
Mais la température, on verra que l'humain est assez résilient par rapport à la température. On peut vivre jusqu'à 40, 45, 50 degrés. On aura un peu plus de mal, mais on peut. Par contre, le souci, c'est les précipitations. Parce que si on n'a pas de précipitations, on a des problèmes d'agriculture et donc de nourriture. Et donc là, on sent tout de suite la tension sur les aliments et donc les risques de conflits, de guerres, etc. Donc c'est vraiment là-dessus que va apporter la problématique. Dans un sens plus large, le climat est une description statistique de l'état du système climatique. Bon, voilà. Dans la majeure partie de mes données, j'ai essayé de donner les sources, et là vous voyez, source GIEC, bilan 2001 du changement climatique. Je ne ferai pas tout le temps référence aux sources, mais j'essaye de les mettre au maximum pour donner du crédit à ce que je raconte. Alors, bon, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais je regarde à peu près l'horaire. Voilà. Y a-t-il réellement un réchauffement du climat? Alors c'est là où justement... Je vais commencer parce que ma petite démo va avoir besoin d'un peu de temps pour qu'on stabilise la température au niveau de la démo. Donc je vais demander à la main innocente, alors comment c'est ton prénom? Camille. Camille. Donc Camille qui a été identifiée comme la plus jeune de la promo de l'amphi. Elle va en fait déjà me dire quelle est la température qui est indiquée sur chacune des deux thermomètres. Sachant que là c'est une expérience, c'est facile, on peut avoir deux terres. Nous, en vrai, on n'en a qu'une, hein. On n'a que celle où on a, donc il ne faut pas se planter. Et donc là, l'idée... Vas-y. Et donc, elle va m'indiquer la température qu'il y a sur chacune des deux. Et après, on choisira l'endroit où on va mettre ce globe, enfin, qui sera censé représenter l'effet de serre. Alors, ouais, plutôt si tu peux juste passer là. Excuse-moi, je suis désolé, j'aurais dû être plus clair tout à l'heure. Juste m'indiquer les deux températures, et puis moi je vais les noter, puis on va voir l'évolution en fonction du temps. 25,1. Hop. Alors, ça c'est celle de droite, 25,1 et l'autre 25,1. Donc là, statistiquement, on est pas mal pour un début. Donc à partir de maintenant, tu vas choisir une des deux terres où on va mettre un effet de serre, donc une sorte de serre pour modéliser ce que nous on a au niveau de la Terre. Tu choisis un des deux, tu retournes le globe et tu le mets... alors si tu prends ça, là, hop, puis tu choisis, tu le mets sur un des deux, puis on va voir comment ça va évoluer. Donc là, ça peut paraître encore un peu étrange, mais ouais, ça va se clarifier. C'est juste que j'ai besoin d'un peu de temps pour que ça s'équilibre. Ok, bah merci. Je te leur demanderai par moment de regarder. Je ne sais pas si tu peux. Voilà, tu pourras. Ok, merci. Donc, y a-t-il réellement un réchauffement du climat? Alors, pour parler de ça, c'est là où ça commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des données qui datent de 2001, pareil, bilan 2001 des changements climatiques, les éléments scientifiques, je vous donne la page, et ainsi de suite. En fait, ce que vous ne savez pas encore, et là j'ai peut-être un petit peu été rapide, c'est que, d'après vous, quelle est la température moyenne sur Terre? Ouais, 15 degrés. Donc en fait, effectivement, c'est ça. On a notre Terre qui est comme ça. On a pris la température en plusieurs points, on en a fait la moyenne, et on a fait aussi cette moyenne, donc ça c'est ce qu'on appelle une moyenne spatiale, on a fait la moyenne sur l'ensemble des points de mesure, et on l'a fait aussi chaque jour, voilà. Et on a fait aussi une moyenne temporelle. Et donc la température moyenne au niveau spatial et temporel qui ressort au niveau de la Terre, c'est 15 degrés, plus 15 degrés. Alors ça tombe bien, c'est ce qui fait qu'on a de l'eau à l'état liquide et ce qui a fait que la vie a pu se développer. Donc en fait, ici, ce que vous voyez sur ce graphe, si on lit le terme, c'est les écarts de température par rapport à la moyenne relevée entre 1961 et 1990. C'est ce que vous voyez là. Donc déjà, entre 1961 et 1990, il y a combien de temps? 30 ans. Donc j'ai justement la moyenne qui avait été définie, la durée qui avait été définie dans le cadre du GIEC comme étant une temps de référence pour avoir ça. Donc en fait, ça veut dire qu'ici, on a fait la moyenne là, entre ça et ça. Voilà. Et donc ici, vous voyez les écarts par rapport à la température qui a été moyennée. Donc ça veut dire que là, ici, le 0, c'est en gros 15 degrés. Si c'est au-dessus, c'est que la moyenne sur une période était un tout petit peu au-dessus de 15 degrés. Si c'est en dessous, bah c'est qu'elle était un tout petit peu en dessous. D'accord ? Et donc, on voit normalement que ici, les températures relevées, l'ensemble des températures relevées sur cette période, doivent avoir une moyenne nulle, puisque ça doit nous donner 15. Est-ce que ça va ? Ouais.
Donc on va prendre un exemple. Si on prend le cas de 1900, quelle était la température moyenne en 1900? On y va, donc on voit, on doit être là. Donc ici, ça veut dire, tac, 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 on doit être là. Ouais, je l'ai fait un petit peu bas, je pense. Hein. Voilà. Donc ça, d'après vous, c'est moins 0,2, ça va, pour faire simple? Allez, c'est pas parfait, mais on va dire moins 0,2 degrés. Ça veut dire que en 1900, ici, donc je vais faire le gros point, en 1900, la température moyenne, sur Terre était de 14,8 degrés. Ça, c'est la température moyenne qui a été obtenue par les scientifiques. Il y a des écarts ici, que vous voyez là. Alors, je vais essayer de prendre une autre couleur pour modéliser les écarts. Les écarts, c'est les petites barres ici qu'on voit en noir. Et ça, plus ou moins, si on regarde, ça fait plus ou moins 0,1 degré. Donc ça, c'est les erreurs liées aux mesures, enfin des erreurs assez classiques. Donc la température était de 14,8 plus ou moins 0,1 degré. D'accord? Donc là, on voit l'ensemble des mesures qui ont été reprises depuis 1800. Ah, ça, c'est un petit souci de... Depuis 1860 jusqu'en l'an 2000. Forcément, c'est les données de 2001. Donc, voilà. Et ce que vous voyez en bleu, ce que je vais essayer de représenter ici, c'est... Parce que sinon, on verrait pas mal de petits trucs un peu comme ça. Donc le bleu, c'est une moyenne lissée, une moyenne glissante sur 5 ans. Donc on prend les 2 années précédentes, les 2 années suivantes, la température de l'année. On fait une moyenne glissante comme ça. Comme ça nous permet d'avoir un signal qui est moins oscillant et qui donne des tendances un peu plus lisibles. Donc on voit que la moyenne, elle fait ça, 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 ça. Bon, voilà, en gros, ça aussi. Clairement, on se dit, bon, est-ce qu'il y a un réel réchauffement du climat? On peut se dire qu'on voit une tendance ici qui est là, qui est une tendance à la hausse sur laquelle j'insiste, mais à la vue de ces données, c'est pas forcément hyper clair. On peut se dire que ça peut être une augmentation comme une qu'on a eue là, et puis qui est redescendue, et ainsi de suite. Enfin, ça pourrait être tout à fait ça. Bon, on va en reparler, mais voilà, c'est ça, au moins déjà j'ai donné l'idée. Maintenant, ces scientifiques, toujours en 2001, ils n'avaient pas fait que sur ces 160 dernières années, ils l'ont fait sur les 1000 dernières années. Donc en fait, on verra tout à l'heure comment ils ont réussi à avoir les données, mais ils les ont eues. Ils ont refait exactement la même chose, mais sur les 1000 dernières années. Et donc on retrouve, je vais aller directement sur la ligne bleue qui nous donne la tendance comme ça. On voit que, clairement, on a eu des oscillations. Il y a eu des oscillations qui ne sont jamais très très longues, hein, c'est de l'ordre de quelques décennies, mais pas beaucoup plus. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'à partir des années, on va dire 1900, il y a une première augmentation, puis après, là, il y a une augmentation qu'on ne voit pas parce qu'elle est finalement hyper rapide. Mais on l'avait vu tout à l'heure, l'augmentation, et donc elle est toujours là. Sauf que là, comme l'échelle est dilatée, l'accélération, elle est encore plus nette. Donc clairement, si on prend cette tendance-là, bon, là, on commence à voir qu'il y a une accélération, enfin qu'il y a un vrai réchauffement. D'autant plus que là, si on regarde les dates, ça commence à faire plus de 30 ans. Donc on voit clairement qu'il y a un réchauffement qui se fait sur globalement un peu plus de 30 ans. Donc on peut avoir tendance à dire que c'est le cas. Juste pour info, parce que des fois on m'en parle, il y a ce qu'on appelle les mini-âges glaciaires. Alors les mini-âges glaciaires, c'est un petit peu compliqué, c'est des périodes comme typiquement celles qu'on peut voir là, qui sont des petites périodes comme ça de 30-40 ans, où la température est baissée. Et typiquement là, j'ai pris un tableau là, de Lucas, je ne vais pas dire le nom, je vais me tromper, qui date environ de 1590, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est plutôt par là. Voilà. Donc ici, c'est ce petit anomalie, si on veut, où on voyait ici, je crois que c'est sur une vue de Anvers, dans Antwerpen, qui était complètement gelée pendant une grosse partie, et ça avait créé des soucis, notamment sur l'alimentation. Donc voilà, ces mini-âges glaciaires, on les voit ici, et clairement la tendance que l'on voit là, c'est pas comme si c'était l'inverse d'un mini-âge glaciaire, c'est une tendance qui est plus de fond, qui est quand même un peu plus grande, sur une durée plus longue. Donc là, ça commence à devenir, je pense, assez clair sur le fait qu'il y a eu une modification du climat, et qui est vraiment en accélération, on va dire, depuis 1900, voire 1950, qui est quand même assez nette.
Et si on regarde des données un tout petit peu plus récentes, alors bien sûr, je vous l'ai dit, je n'ai pas pris les données 2021, mais tout à l'heure, on s'arrêtait en 2000, donc 2000, c'était là. Hein. Voilà. Si on regarde les tendances encore plus récentes, eh ben, on va voir en fait que ça continue d'augmenter. C'est clair, c'est net, c'est sans bavure, ça monte. Aussi bien sur les relevés, alors là pour le coup ils sont non moyennés, mais la tendance qu'on avait vue tout à l'heure, elle est toujours là. Vous voyez des données noires, orange ou bleu clair, on les voit, hein, en gros noir, un peu d'orange et un peu de bleu clair. C'est juste les moyennes au-dessus en noir sur l'ensemble océan plus terre habitée. En bleu clair, c'est que les océans, et en orange, c'est que les terres habitées. On voit globalement la tendance, elle est la même, ça suit assez bien et ça augmente. Après, pour être encore plus, peut-être, on voit ici, c'est des decadal average, donc ça veut dire que c'est des moyennes sur 10 ans. Donc l'idée est de voir si est-ce que la température augmente sur une moyenne de 10 ans pour essayer de lisser des effets qu'il pourrait avoir d'un été un peu plus froid, d'un hiver un peu plus chaud, des choses comme ça. Et bien clairement, sur les moyennes de 10 ans, on voit que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et là, la tendance, elle est, clairement, c'est parti et ça augmente. Donc même les données qu'on n'avait pas tout à l'heure où on s'arrêtait en 2000, là on voit qu'on a repris quasiment entre 0,15 et 0,2 degrés sur la dernière décennie. Donc la tendance, elle est nette. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on regardait au niveau moyenné, spatial, et puis on regardait les variations temporelles. Maintenant, ce que je veux vous montrer avec ce graphe-là, c'est ça augmente, certes, mais pas forcément de manière homogène partout sur Terre. Typiquement, ce que vous voyez là, en gros, c'est que quand c'est entre le bleu clair et le jaune, c'est que l'augmentation, elle est quasi nulle. C'est qu'en moyenne, ça n'a quasiment pas augmenté. Quand ça vient vers le bleu clair, c'est qu'il y a eu plutôt une diminution de la température. Et quand ça va vers le rouge, voire violet, c'est qu'il y a eu une augmentation. Et donc là, on voit des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que globalement, c'est quand même beaucoup plus sur le rouge, hein, parce que c'est clair. On voit juste un endroit où c'est un peu bleu clair, c'est ici. Ici. On le voit, cette petite zone. Est-ce que vous avez une petite idée d'où ça peut venir? Je vous le dis tout de suite, c'est pas bon signe. Hein, mais personne ne le voit? Alors en fait, ici, c'est le Groenland. Et comme vous l'avez certainement entendu, un des effets du réchauffement climatique, c'est que ça fait fondre les calottes polaires, et notamment la glace qu'il y a sur le Groenland. Cette glace fond, fait un apport d'eau fraîche et froide, qui en fait fait que on observe quasiment un refroidissement au niveau de la mer ici, qui reçoit cette eau froide. C'est pas bon signe, parce que si vous avez peut-être entendu parler de l'arrêt du Gulf Stream, une des explications sur le possible arrêt du Gulf Stream, ce serait justement cet apport d'eau froide et peu chargée en sel qui aurait tendance à l'arrêter. Alors, je ne vais pas paniquer, je ne vais pas du tout faire ça. L'arrêt du Gulf Stream, il n'est pas entrevu, et j'ai malheureusement pas revu sur les derniers rapports ce point-là. L'arrêt du Gulf Stream, il n'est pas prévu là pour demain. Voilà, c'est pas du tout ça. Mais le phénomène qui est mis en question, c'est celui qu'on voit. Voilà. Après, il y a des endroits où ça chauffe et il y a des endroits où ça chauffe plus. Alors, malheureusement, il y a des zones où on ne voit pas bien parce que quand c'est blanc, c'est qu'il n'y avait pas forcément assez de données, notamment en 1901, pour avoir une comparaison. Typiquement, en gros, dans toute la partie centrafricaine ou centre-Amazonie ou en plein milieu du Pacifique, il n'y avait pas assez de données mesurées pour pouvoir faire des comparaisons. Néanmoins, on voit clairement, si on regarde par exemple sur la Méditerranée, où on sait qu'il y a quand même pas mal de petits soucis, alors je vais prendre notamment d'eau ou déjà de température, et la Méditerranée, ça chauffe, et ça chauffe pas mal. Voilà. Donc voilà, je pense que là maintenant on peut comprendre qu'il y a une augmentation. Cette augmentation, c'est celle qu'on voit là. Elle est assez claire. Sur les 30 dernières années, l'augmentation elle est nette et continue. Quand vous regardez tous les ans, on nous fait et l'année 2019 était la plus chaude depuis à chaque fois on bat quasiment tout le temps des records. Spatialement, il y a des variations, mais globalement, ça chauffe à peu près partout.
Après, il y a aussi l'aspect, donc j'avais dit, les températures, ça globalement, l'être humain, il arrive à tenir sur des températures raisonnables, on arrive à tenir. Maintenant, la question, c'est l'accès à l'eau. Il faut vraiment avoir un accès à l'eau, sinon tout de suite, on a des soucis sur l'alimentation, et puis après, tous les problèmes en découlent. Donc il y a eu, pareil, ces mesures qui ont été faites sur le passé, hein, je reviens toujours à la même chose. Rouge, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il y a eu des baisses de précipitations. Bleu, c'est bon, et c'est qu'il y a eu, enfin c'est bon, ça dépend, mais c'est qu'il y a eu des modifications et donc plus de précipitations. Globalement, ici, c'est des variations qu'il y a eu entre 1901 et 2010. Donc on voit quelques variations, mais c'est pas évident parce qu'encore une fois, il n'y avait peut-être pas assez de données pour 1901. Et là, on voit des variations entre 1951 et 2010. Donc il y a quand même beaucoup plus de données et c'est un peu plus clair. Et donc notamment, tout à l'heure, je parlais de la Méditerranée, où on sait qu'il y a des petits problèmes de température qui augmentent, de manque d'eau. Dans certains pays, notamment en Espagne, il y a souvent des soucis d'eau l'été parce qu'il y a trop de monde et puis pas assez de ressources en eau. Et ce qu'on a vu, c'est que globalement, ça augmente. Et puis l'Espagne, ça augmente, pardon. La baisse de précipitation est importante et c'est une tendance qui va se maintenir. On le verra à la fin, ça a tendance à se maintenir. Bien sûr, on peut parler aussi des pays d'Afrique, notamment cette partie-là, tout ce qui est Mali, Niger, Tchad, enfin toutes ces zones-là où il y a déjà des petits soucis d'alimentation en eau, notamment dans une partie du cours que je ne vais pas faire là, mais on parle du lac Tchad et des conséquences diplomatiques entre le Tchad, le Soudan et tout ça. C'est des zones où il y a des problèmes d'eau. Tous ces pays-là, type Afghanistan, Pakistan, ou même tout ce qui est là, Europe de l'Est ou Asie mineure, si on veut, pareil. Bon, c'est pas hyper net, mais sur les modèles, on voit que c'est des zones où il va y avoir un petit peu moins d'eau. Et puis, des fois, on entend parler aussi des sécheresses en Australie, notamment, il y a eu une fois dans le Queensland, donc c'est l'état plutôt nord-est de l'Australie. La capitale, c'est Brisbane, enfin la capitale d'État, c'est Brisbane, et ils avaient des problèmes d'eau. Et notamment, ils voulaient utiliser rapidement l'eau issue des eaux de retraitement des eaux usées et les réinjecter dans les réseaux directement parce qu'ils n'avaient plus assez d'eau. Donc en gros, ça veut dire que les eaux des toilettes, on les nettoyait et puis on les réinjectait directement. Nous, c'est pas comme ça qu'on fait en France, ça passe par le cycle de l'eau classique, on leur pompe dans les nappes phréatiques. Eux, ils étaient prêts à faire ça. Donc il y a eu un bouclier qui a dit « mais non, on ne peut pas reprendre les eaux usées alors qui ont été retraitées ». Mais voilà. Donc les questions se posent. Effectivement, on voit que là, c'est des baisses d'eau qui sont de l'ordre, par exemple, sur le sud de l'Australie, alors c'est plus le Queensland, mais c'est le New South Wales, qui sont de presque moins 100 mm par an. 100 mm par an, ça commence à se voir. Hein. Je veux dire, c'est par an, c'est-à-dire que ça se cumule. Enfin, par an, par décade, pardon. Enfin, ça se cumule quand même sur les 30 ans, ça fait moins 300 mm, quoi. Donc ça se voit. Alors maintenant, la question qu'on peut se dire, c'est, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est réellement lié au réchauffement, enfin, est-ce que cette partie du réchauffement qui, j'espère maintenant, est beaucoup plus claire et plus nette pour vous, est-ce qu'elle est naturelle ou anthropique? Parce qu'il y a toujours eu des variations du climat, c'est clair. Je ne vais pas rentrer dans toute la physique du système avec les cycles de variation, de Milankovitch, tout, il y a plein de cycles. J'ai les infos, ceux qui veulent, on pourra en parler après. Clairement, ce n'est pas l'échelle de temps, mais bon. Voilà. La question, est-ce que c'est anthropique ou naturel? Donc anthropique, ça veut dire, la définition, hein, c'est humain d'homme, en d'autres termes, fait par l'homme, dû à la présence de l'homme. Ça, c'est la définition, encore une fois, du petit Robert. Autrement dit, c'est le réchauffement est-il naturel ou dû à la présence de l'activité humaine? Et donc, pour faire simple, en gros, il a fallu remodéliser le climat passé en mettant les forçages naturels et les forçages anthropiques du climat et voir le rôle de chacun. D'accord? Alors, vous verrez qu'ici, j'ai pris les données qui datent de 2001. Alors, vous allez dire, ouais, mais il exagère un peu quand même, il aurait pu mettre à jour. Effectivement, j'aurais pu mettre à jour, mais j'ai fait exprès de ne pas le mettre à jour. Justement pour dire que ces infos-là, on les avait dès 2001, il y a 20 ans. Et encore, je crois que ça date même encore d'avant. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était déjà clair et net. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc pour le coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le forçage naturel. C'est-à-dire, d'après vous, il y a quoi comme forçage naturel du climat? L'activité volcanique. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'activité volcanique est un des phénomènes, évidemment, via les aérosols qui jouent dans ce truc-là. Les variations d'activité solaire, qui sont sur des périodes de 11 ans, des pics d'activité solaire, donc qui des fois donnent un peu plus de rayonnement, des fois un petit peu moins.
Et il y a encore d'autres phénomènes. Voilà, j'ai donné essentiellement les deux principaux. Voilà, j'en vois pas spécialement d'autres tout de suite, mais voilà, globalement, on a pris toutes les variations naturelles du climat. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on est parti de 1860. On verra pourquoi tout à l'heure 1860. Mais on est reparti de 1860. En rouge, c'est les vraies observations de température. Et en gris, c'est les résultats de plein de modèles. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir ces données-là, le JIEC utilise pas loin d'une vingtaine de modèles numériques issus de plein de labos. En France, on en a deux. On a le modèle de Météo France et le modèle du laboratoire LMD qui s'appelle LMDZ. Enfin, c'est le modèle numérique. Donc on a deux labos et deux modèles numériques. Et il y en a plein dans le monde, il y en a à peu près une vingtaine. Et donc on refait l'évolution du climat sur les 160, un peu plus, 160 dernières années. Et on fait la moyenne de tous les résultats. Et la moyenne de tous les résultats, c'est ce qu'on voit ici en gris. D'accord ? Globalement, on retrouve le zéro qui est équivalent à notre 15 degrés de tout à l'heure. D'accord ? On voit en rouge les variations, donc les anomalies, mais qui n'ont pas un terme péjoratif dans le genre du GEC, c'est juste des écarts à la moyenne. Et on voit nos modèles gris qui remodélisent tant bien que mal les variations. Alors, bon, c'est pas parfait, mais on voit que c'est pas trop mal, sauf ici, où, vers la fin, clairement, en rouge, il y a une tendance qui est plutôt à la hausse, et en gris, il y a plutôt une tendance, alors le gris, je ne l'ai pas là comme ça, je vais le mettre en violet, tant pis. En gris, donc les modèles ont plutôt une tendance à la stagnation. D'accord ? Après, pour comparer, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris, pour le coup, uniquement les forçages anthropiques, c'est-à-dire liés aux activités humaines, en d'autres termes, les émissions de gaz à effet de serre. Et là, pareil, en rouge, donc là on est toujours le plus 15 degrés, en rouge, c'est les mesures réellement observées sur le climat sur les 160 dernières années, et en gris, c'est les modèles numériques issus, voilà. Donc on voit que ça colle à peu près correctement, c'est pas parfait, mais bon, voilà. Et là, par contre, on voit que la dernière tendance à la hausse qui est vraiment obtenue dans les mesures est bien remodélisée par les modèles. On retrouve bien la dernière hausse ici. Et donc, bien sûr, la réalité, c'est quoi ? C'est la somme des deux. C'est qu'il y a eu le forçage naturel qui a eu lieu et le forçage anthropique qui est celui que l'on a fait. Donc, en fait, ils ont refait une troisième série de simulations. Ils ont refait les mêmes moyennes. Et donc, ils ont essayé de remodéliser le plus précisément qu'ils pouvaient faire un tout petit peu avant 2001, tout le climat. Et donc, dès cette époque, on voyait là que pour le coup, la cohérence allait bien meilleure entre les mesures et les nouvelles simulations, enfin les resimulations du climat. On voit clairement que la partie grise, elle arrive à remodéliser un petit peu ces oscillations. Là, il y a une petite descente, mais globalement, ça va. Là, il y a de nouveau une petite descente, mais ça, on arrive à la modéliser. Là, ici, il y a une petite hausse. Là, il y a une petite descente, on arrive à la modéliser. Et la partie haussière ici, enfin la hausse, clairement, est bien remodélisée ici. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, en gros, pour faire clair, dès 2001, on savait que la partie à la hausse sur, on va dire, les dernières... à partir de 1960, sur les 40, enfin même maintenant les 50, 60 dernières années, sont clairement dues à l'activité humaine. C'est l'activité anthropique qui a pour cause de cette augmentation ici. Alors, pourquoi j'ai laissé ces résultats de 2001 ? Parce qu'ils me paraissent déjà assez évidents. Si vous regardez les résultats de 2021, alors je pourrais vous les montrer, ils sont là. Ils sont encore plus nets, bien sûr, c'est encore plus précis, les modèles numériques sont plus précis, ils prennent plus de choses en compte, plus de physique, plus de chimie, plus de meilleure discrétisation spatiale, temporelle, enfin tout est mieux, sauf que c'est la même chose qu'on avait ici, dès 2001. Donc ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on sait que la partie réchauffement climatique, elle est liée à l'activité humaine, sauf qu'encore en 2021, des fois encore certaines personnes se posent des questions, alors que c'était déjà le cas évident. Alors, en conclusion, je pense que on sait, et ça a été prouvé, qu'il y a clairement réchauffement climatique. Le réchauffement beaucoup plus rapide depuis l'ère pré-industrielle, en fait, c'est surtout qu'il date de l'ère pré-industrielle. Il semble qu'une part importante de ce réchauffement soit due à l'activité humaine,
Alors, bon, ça, c'était des restes de mon cours où au début, je prenais des pincettes, et puis maintenant, j'en prends un petit peu moins, mais voilà, comme je le dis, je le fais depuis 2007, donc bon, au début, depuis, j'ai encore eu deux rapports complets où les tendances sont de toute façon toujours de plus en plus claires. L'autre partie, c'est les variations naturelles, mais comme on l'a vu, les variations naturelles n'expliquent pas la hausse assez importante sur les 30, 40, 50 dernières années. Alors maintenant, pourquoi y a-t-il un changement climatique? Bien sûr, c'est à cause de l'effet de serre, mais j'insiste sur l'effet de serre additionnel. Alors on va voir pourquoi j'insiste sur le additionnel, je l'ai mis en gras, ça c'est vraiment hyper important. Et pourquoi cette ère pré-industrielle? Alors en fait, parce que l'ère pré-industrielle, la définition c'est qu'il y a eu la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est la machine à vapeur. La machine à vapeur, c'est l'utilisation du charbon pour avoir de l'énergie, pour alimenter une industrie textile, enfin toutes les industries qu'on avait. Qui dit machine à vapeur dit utilisation du charbon et dit combustion. Et donc dit en fait on prend du carbone qui était stocké dans le sol, on le relargue, on le brûle et instantanément on a du CO2. Et en fait, au début on pouvait penser que c'était pas important, mais c'est des quantités massives de CO2 qui sont relarguées et qui ont modifié le climat. C'est vraiment ce point-là. Alors, une fois encore pour s'en convaincre, ça c'est une photo du Havre que j'ai reprise de l'exposition qui date d'une certaine époque où j'avais le catalogue. Et, j'y suis allé à l'expo et j'ai eu le catalogue. Et là, en fait, on voit l'ancienne tour François Ier, qui est à la place de la tour blanche, là où c'est marqué Port, Le Havre, ici. Là. Donc ça, c'était une tour qui était comme ça à l'époque. Aux alentours de 1850, alors c'est pas une vraie photo, hein, si vous regardez le catalogue, il donne la manière dont ça a été fait. Mais ce qu'on voit qu'en gros, c'est que dans le port du Havre, il n'y a quasiment que des bateaux à voile, sauf un steamer. Un seul steamer. C'est juste au moment de la transition de l'ère pré-industrielle, enfin de l'ère industrielle, donc il y a encore très peu de bateaux à vapeur. Et là, en 1882, pour le coup, même exposition, hein, c'est sur les ports et autres, et on voit ici, donc c'est un tableau, mais néanmoins on comprend bien, c'est l'industrie et le commerce du charbon est clairement lancé. On voit ici une usine avec 2 cheminées qui jettent leur fumée, enfin voilà, entre eux. Et ça date de 1882. Donc en gros, en 30 ans, on a complètement basculé et on a industrialisé, forcément la révolution industrielle, donc on a industrialisé massivement et on a utilisé aussi massivement des émissions d'utilisation du charbon et des émissions de CO2. Si vous voulez aussi, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas longtemps, je suis allé dans le nord, là, voir par exemple le musée de la mine à l'Eward, ou l'Ewardé, bref, c'est intéressant, c'est le musée de la mine. Et vous voyez clairement dans le musée les statistiques de quantité de charbon qui sont sorties année après année. Sur un des autres cours, j'ai le graphe, donc je ne l'ai pas mis. Et comme ça, en faisant toutes les mines qui y a existé, il y en a beaucoup, mais c'est possible, et on peut estimer les quantités de charbon qui ont été extraites, les quantités extraites, et donc on sait que ce charbon il a forcément été brûlé, donc on peut en avoir les émissions de CO2 associées. Et c'est assez précis, enfin du moins, on peut faire la même chose avec le pétrole. Et bon, comme ça, on a un vrai estimatif de ce qu'on a relargué depuis, en gros, l'ère pré-industrielle. Alors, l'histoire de l'effet de serre. Donc, avant de commencer, je vais faire juste un petit point température. Est-ce que je vais arriver à le voir moi-même? Ouais. Vous n'allez peut-être pas me faire confiance, mais 27,6 ici et 25,7. Donc, « 27,6 et 25,7. » Voilà, donc c'est juste pour avoir l'évolution temporelle, hein, on reviendra dessus, mais c'est juste comme ça, je fais un petit break et on revient. Donc, histoire de l'effet de serre. Alors, en fait, c'est assez étonnant, mais l'histoire de l'effet de serre, si on regarde bien, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est 1827. Et c'est Joseph Fourier, qui est donc le mathématicien assez connu notamment pour les séries de Fourier et autres, qui a identifié la propriété de certains gaz à faire obstacle au rayonnement infrarouge en fonction de sa longueur d'onde. Alors c'est peut-être un petit peu encore technique, je ne sais pas si vous voyez bien tout ce dont il s'agit, mais en gros, ça, c'était en 1827, c'était de la recherche amont, c'était de la recherche sans application, quoi. C'est vraiment de la recherche académique. On n'avait déjà aucune idée que la révolution industrielle allait se passer, c'était bien avant la révolution industrielle. Et M. Fourier, il a regardé et donc il a vu que certains gaz absorbaient les rayonnements infrarouges.
C'est la première évocation du comportement de l'atmosphère comme le vitrage d'une serre. Donc là, on fait le lien qu'on commence à voir, c'est-à-dire que l'atmosphère, c'est comme le vitrage d'une serre. Donc là, ici, j'ai fait une serre, comme on avait avant à l'époque, avant de les mettre en plastique, on les avait en verre. Donc c'est un peu l'idée que je veux remodéliser ici. La présence de certains gaz dans l'atmosphère accentue cet effet, et la capacité est très rapidement identifiée pour le dioxyde de carbone, CO2. Dès 1827, on savait que le CO2 était un gaz à effet de serre et qu'il avait la possibilité d'absorber les rayonnements infrarouges. En gros, je passe assez rapidement, jusqu'en 1860, il n'y a eu aucune étude sérieuse sur le sujet. J'ai élagué certains éléments, mais aucune étude sérieuse. Notamment, on a eu la guerre de 1870 en Europe, puis la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale, donc on a passé déjà pas mal de temps à se bagarrer. Puis après, le temps que ça revienne, et puis voilà. Il y a eu cet effet-là, et aussi parce que les relevés de température étaient peut-être assez imprécis et irréguliers, notamment dans certaines zones, et pas de vision globale du climat terrestre, les observations n'étant faites majoritairement que pour l'hémisphère nord. Alors en fait, c'est pas exactement vrai. Après, on a repris des données de température issues, par exemple, des bateaux, tout n'était pas centralisé, donc plein de bateaux avaient des mesures en mer, et donc depuis, il y a toute une quantité de données qui ont été resynthétisées. On a beaucoup plus de choses. Néanmoins, jusqu'en 1960, pas grand-chose. Et en fait, il y a surtout une date qui est assez essentielle. Alors tout ça, c'est des données que je reprends de Pierre Haddan, hein, qui a fait un super bouquin, qui est assez ancien, mais qui est au moins intéressant là-dessus. En 1985, donc c'est une date assez déterminante pour la prise de conscience de l'effet de serre, parce que des scientifiques français et russes font des carottages en Antarctique. Alors je vais le remontrer tout à l'heure. Les plus anciens relevés datent de 160 000 ans. Alors là, on dit, bon, déjà, c'est balèze. On arrive à avoir les observations de quantité de CO2 dans ces relevés. Et aussi, grâce à la présence de certains isotopes, on arrive à avoir la corrélation entre la présence des isotopes et la température qui existait sur place. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mesurer dans les carottes glaciaires l'évolution temporelle de la concentration de CO2 et de la température qu'il y avait à cette époque. En gros, c'est à peu près ça le schéma. Alors, comment ça se passe? Il y a eu des forages dans la calotte glaciaire. Les forages dans la calotte glaciaire, c'est ça, c'est une foreuse qui va aller chercher tout au fond de la calotte glaciaire. Et on arrive à reconstruire le climat, un peu comme on le fait avec les cernes du bois, où on arrive, le plus récent, c'est celui de cette année, celui de l'année d'avant, celui de l'année d'avant, celui de l'année d'avant, celui de l'année d'avant, et ainsi de suite, on peut remonter comme ça. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se passe pour le... Là, ici, c'est dans l'Antarctique. Hein. Et bien, en fait, vous savez que l'Antarctique, c'est un continent, hein, donc il y a de la terre en dessous, et c'est pas comme la calotte polaire arctique qui est juste un énorme iceberg. Là, sous l'Antarctique, c'est un continent. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais faire... Ça, c'est la surface de l'Antarctique, donc hop, globalement, c'est ça. Puis là, il y a des crevasses, et ainsi de suite. Les creux, là, ils peuvent aller jusqu'à 4 km. Je crois que c'est un peu même plus que 4 km. Donc il y a des fosses comme ça de 4 km. Et, globalement, il y a la calotte de glace qui est ici, qui est au-dessus et qui est très, très, très grosse. D'accord ? Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? En gros, si... je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, je vais essayer de zoomer sur cette partie-là. Si on se met en hiver, par exemple, ça, je le fais la démo pour... si on se met en hiver, qu'est-ce qui se passe? Il neige, hop, et donc il y a toute une hauteur de neige qui se met. Sauf que dans cette neige, qu'est-ce qu'il y a? C'est des flocons de neige, mais il y a aussi de l'air. On est d'accord, la neige, quand elle vient de tomber, c'est un mélange de neige et d'air. Et donc globalement, il y a des grosses quantités de neige qui tombent, et donc ça fait un mélange de neige et d'air. Quand on arrive au printemps, alors hop, printemps, et qu'est-ce qui se passe? Globalement, ça a tendance à se tasser, donc la neige fond un petit peu, ça commence à faire une petite calotte de glace, sauf que, en gros, ça se retasse, mais l'air qui était emmagasiné dans la neige reste sous forme de petites bulles. D'accord? Ça reste. Et quand c'est l'été, c'est encore plus important, c'est-à-dire la fonte, elle est assez importante. Néanmoins,
il y a toujours des petites zones où il y a de l'air qui est emmagasiné, qui est piégé au niveau de la calotte. Et puis de nouveau automne, et là, il recommence, donc on a la zone, et ça recommence à neiger. Alors je fais des petits flocons qui ne sont pas très beaux, mais voilà, ça commence à neiger, et ainsi de suite. Et donc comme ça, on peut voir les strates, ici je vais les faire comme ça, on peut voir les strates, ici ça correspond à l'année passée. D'accord ? Et quand on va piocher, quand on va piocher ou forer, on va prendre la strate de l'année passée, mais la strate de l'année précédente, de l'année précédente et de l'année précédente. Et donc quand on fait ça, quand on fait des forages sur 4 km, donc là on va forer pour aller jusqu'au fond, et en fait on arrive à remonter jusqu'à au moins, tac, il y en a plein, on va aller remonter au moins jusqu'à, sur les données de 1985, 160 000 ans. Donc 160 000 ans, ça commence à donner ici. Et donc on arrive à avoir la concentration de CO2 qu'on avait dans l'atmosphère à cette époque, et encore une fois, comme on a la présence de certains isotopes, on arrive à corréler ça avec la température. Et donc ce qu'il y a eu à cette époque, c'est cette image. Alors cette image, elle n'est pas forcément super, mais elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait ici, c'est 0. Donc 0, voilà, le 0, Jésus-Christ, quoi, si on veut, 0. Nous, on est là, l'an 2000, à peu près, on est en 1985, on va dire pas loin de l'an 2000. Et en fait, ici, en rose, alors c'est peut-être pas très très net là, je vais peut-être essayer de le zoomer. Voilà. En rose, vous voyez l'évolution de la concentration de CO2, avec la légende qui est ici. Donc c'est concentration de CO2 en partie par million de volume. En fait, c'est une concentration qui est très faible, mais c'est la concentration. Et en rouge, vous voyez la température, ici, avec le 0 qui est toujours le même 0, celui de plus 15 degrés, et les anomalies de température qu'on peut avoir augmenter ou diminuer. Et donc c'est là où il y a eu quand même un déclic, c'est qu'on s'est dit sur les 160 000 dernières années. Donc là, on est sur une interglaciaire, là, il y a encore une interglaciaire, et ça c'est une période glaciaire, on est d'accord, c'est pas glaciaire. Donc on arrive à voir que sur cette interglaciaire, on a une corrélation qui est quasiment parfaite des deux signaux. C'est-à-dire qu'en gros, moyennant quelques petits écarts, mais si la concentration de CO2 diminue, la température diminue. Si la concentration de CO2 augmente, la température augmente. Concentration de CO2 augmente, température augmente et vice-versa. D'accord ? Et donc c'est là qu'on a compris que c'est clair qu'il y a un effet qui est quand même assez net et qui est bien corrélé entre la température, entre la concentration de CO2 et la température. Et c'est là où ça a vraiment inquiété énormément les gens, c'est qu'ils se sont dit l'évolution de la concentration de CO2, on l'avait déjà augmentée et elle était passée aux alentours de 340. Alors je vous rassure, à l'heure actuelle, elle n'est plus à 340, elle est aux alentours de 405, 410. Voilà, on est au-dessus. Et donc, si la température suit exactement la même logique, la même mécanique, l'augmentation de température, plus 9. Et donc, dans ces années-là, ça s'est un peu inquiété. Ça s'est fortement inquiété, on s'est dit on va prendre 9 degrés d'un coup d'un seul. Alors, le bon côté des choses, c'est que c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Parce que là, les variations que vous voyez, c'est des variations qui sont finalement très 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 lentes. Nous, ce qu'on a fait sur les 160 dernières années, mais c'est hyper rapide à l'échelle de la planète. Et le climat, il a une inertie qui fait qu'il ne réagit pas directement comme ça. Donc il y a de l'inertie, donc ça ne va pas réagir directement. Néanmoins, et c'est clair, c'est que si on augmente et qu'on continue d'augmenter de manière intensive et assez forte les émissions de CO2, et donc in fine la concentration de CO2, on va avoir une augmentation de température. La réponse est laquelle, et quel est le temps que nous avons pour en fait rediminuer la concentration de CO2 afin d'essayer de ne pas avoir cette augmentation de plus 5, 6, 7, 8, 9 degrés. C'est ça en fait la vraie question. Alors, juste pour info, ici ça c'est aux alentours de moins 17, moins 20 000, c'est la fin de la période glaciaire.
ça correspondait à 7 États au niveau européen. C'est-à-dire que là, vous voyez la France, avec la Bretagne, voilà. Là, on a l'Italie, avec l'Italie comme ça, la Sicile, qui est reliée au nord de l'Afrique, l'Espagne, le Portugal, qui est relié aussi au nord de l'Afrique, enfin, Corse, Sardaigne, tout ça est relié, et l'Angleterre est là, et l'Angleterre est quasiment tout le temps sous la glace. Londres, ça doit être à peu près là, Amsterdam, ça doit être à peu près là, et c'est en permanence sous la glace. Voilà, donc ça, c'est l'état du climat il y a moins de 17 000 ans, et donc on voit que la variation de CO2 qu'il y avait au niveau de la concentration est à peu près la même que celle qu'on a injectée dans le climat. Donc on peut s'attendre à des modifications du climat genre majeures. Encore une fois, je vous dis, ça ne va pas réagir directement, il y a une question de temps, et même 150 ans ou 160 ans, finalement, à l'échelle du climat, c'est très très rapide. Alors, si tant est qu'on n'est pas encore complètement convaincu, il y a eu des nouvelles mesures qui ont été faites, et même il y en a encore des plus récentes, mais je n'ai pas tout pris, mais il y a eu des mesures jusqu'à 420 000 ans, où là, ils ont mesuré le CO2, le méthane, qui est aussi un autre gaz à effet de serre, et la température. Et là, c'est encore presque plus net, en fait. Alors, en jaune, vous avez le CO2. Alors, le zéro, il est un petit peu différent par rapport à tout à l'heure. Le zéro, ici, il est ici, puis on remonte le temps comme ça. Donc, on remonte le temps en allant vers la droite. En jaune, la concentration de CO2. En bleu, la concentration de méthane. Et en orange, la température. Et encore une fois, on voit que c'est à peu près clair. Alors d'habitude, j'ai mes deux mains, mais là, avec le micro, je ne les ai pas. Mais si on regarde le CO2, hop, la corrélation. Alors ça a été décalé, mais la corrélation, elle est très claire. Clac. Très clair. Clac. Et voilà. Et si on fait avec le méthane, c'est pareil. Donc on voit qu'il y a, enfin, ça répond. Si on augmente le CO2, si on augmente le méthane, le climat y répond et vice-versa. Et aussi, une période interglaciaire, une autre période interglaciaire, une troisième période interglaciaire, une quatrième et une cinquième. Donc on arrive à avoir 4 cycles glaciaires interglaciaires. Donc tout à l'heure j'avais une question par rapport aux cycles, les cycles de Milankovitch, qui sont notamment les cycles qui nous font passer d'une glaciaire à une interglaciaire. Clairement là, l'échelle de temps qu'on a, un cycle glaciaire-interglaciaire, c'est de l'ordre de un peu plus de 100 000 ans. Nous on parle de 150 ans, 100 ans quoi. Voilà. Entre 100 et 100 000 ans, c'est pas du tout la même échelle de temps, c'est clairement pas du tout la même. Donc là, le problème que l'on a, et qui est lié, on l'a revu encore aux émissions de CO2, c'est pas du tout la même échelle de temps que les variations classiques du climat, qui sont plutôt de cette échelle de 100 à, on va dire, 100 000 ans. Il y en a d'autres, hein, il y a plusieurs cycles de Milankovitch, mais le principal, il est de l'ordre de 100 000 ans. Alors, ça réagit assez rapidement à l'époque. En 1988, première réunion des chefs d'État aux Pays-Bas, il y avait Gorbatchev, Thatcher, enfin tout ça je le reprends de Pierre Rabin, hein, j'y étais pas. Hein. La même année, création du GIEC, donc groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont la traduction en anglais, enfin l'acronyme est IPCC ou Intergovernmental Panel on Climate Change. Ce qui est important, c'est de dire que GIEC, IPCC, c'est la même chose, hein, c'est juste le nom français ou le nom anglais, mais c'est, moi j'appelle, enfin je dis ça un peu de manière abusive, mais c'est une filiale à 100% des Nations Unies. En fait, ça dépend de l'Organisation météorologique mondiale et du programme des Nations Unies sur l'environnement. Donc que ce soit l'OMM ou le PNUD, enfin le PNUE ou le PNUD en anglais, c'est les Nations Unies. Donc c'est indépendant des États. En toute rigueur, l'indépendance du GIEC, à ma connaissance, n'a quasiment jamais été remis en question. Alors, qu'y a-t-il au GIEC ? Forcément des climatologues, parce que l'idée est de comprendre comment évolue le climat, et surtout de voir que l'on a beaucoup modifié la concentration de CO2, et comment va réagir le climat, à quelle échelle de temps, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui va se passer. Il y a aussi forcément des spécialistes de l'environnement et des écosystèmes, parce que une fois qu'on aura les variations du climat, qu'est-ce qui va se passer au niveau des écosystèmes, au niveau des plantes, au niveau de l'agriculture? Est-ce qu'on va toujours arriver à avoir à manger dans les endroits où ça sera très fortement modifié? Des spécialistes en modélisation, météorologie, climatologie, bien sûr pour remodéliser encore mieux ce que l'on a fait dans le passé, mais surtout prendre les trajectoires d'émissions de CO2 et voir quel va être le climat dans le futur.
L'idée n'est pas de savoir quelle va être la température le 25 juillet 2039. C'est pas ça. C'est quelle va être la moyenne des températures en juillet 2039. Voir quelle va être la moyenne des températures en juillet sur 2030-2040. C'est ça ce qu'on peut voir. Clairement, la température le jour même, à l'heure même, on ne l'aura jamais. Mais une valeur moyenne sur un mois, oui, on l'aura. Et après, on sait que quand on aura cette valeur-là, bah, on sait que ça va varier. Mais on sait que déjà, on aura une tendance assez claire. Donc bien sûr, on a besoin de climatologues et de météorologues, de démographes, parce que clairement, je ne le détaille pas, mais j'ai tout un cours là sur la démographie et les mouvements de population. Et on va voir que globalement, pour la faire court, là où les problèmes vont s'intensifier, c'est là où il y a les démographies qui sont les plus positives. Donc il va y avoir un gros souci là-dessus. Des économistes, des spécialistes d'agriculture, de l'énergie et des technologies, parce que bien sûr, il faut savoir comment on va pouvoir s'adapter au niveau agriculture. On va voir, je ne vous fais pas de secret, que la majorité des émissions de gaz à effet de serre, c'est pour des utilisations énergétiques, pas forcément en tant qu'industrie de l'énergie, mais énergétique, c'est-à-dire que quand on prend sa voiture ou quand on prend l'avion, c'est du transport. Mais pourquoi on a des émissions de CO2 ? Parce qu'on utilise le kérosène ou l'essence pour faire avancer le train ou la voiture ou l'avion. Et donc on a besoin de l'énergie du carburant. Et donc c'est quelque part toujours et tout est quasiment lié à l'énergie. Et donc ce sera en gros la deuxième partie dans quelques semaines. Alors, qu'est-ce que l'effet de serre et voilà. Donc je refais une petite pause. 28,1 et 25,9. Alors. 1, 5, 1, 1. Voilà, donc on voit que la petite chose qui est censée représenter la serre au-dessus de notre terre d'expérience a l'air de marcher. Alors je vais essayer justement là on va essayer d'expliquer le phénomène de ce qui se passe. En gros, pour faire simple, la température d'une planète dépend de sa distance au Soleil. Ça, c'est le phénomène majeur. Donc typiquement ici, en 0, c'est notre Soleil. Donc je vais essayer de le mettre en jaune. Clac, ça c'est notre Soleil. Je le fais très très gros, il n'est pas aussi gros que ça. Et donc plus on est loin du Soleil, plus la température descend. Typiquement, Vénus, là, c'est aux alentours de plus 50 degrés, en toute rigueur. La Terre, ici, en toute rigueur, ça devrait être moins 18 degrés. Mars, c'est encore plus froid, et ainsi de suite. D'accord ? Ça, c'est que si on prend la distance au Soleil, c'est-à-dire le rayonnement qu'on a du Soleil au niveau de la planète. Or, vous vous souvenez, j'avais dit que la Terre, on n'avait pas une température à moins 18, mais on avait une température à plus 15. Donc, d'où vient l'erreur ? C'est quoi la différence ? Alors en fait, s'il n'y avait pas d'effet de serre, donc la température serait à moins 18, ça c'est ce que je l'ai dit, et Mars, ce serait à peu près moins 50, je l'ai dit aussi. Or, nous, on a la chance d'avoir une atmosphère. Et ça, c'est en fait une chance. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Globalement, je ne rentre pas trop dans les détails. Troposphère, on va dire à peu près jusqu'à 10 km. Et stratosphère, jusqu'à 50 km. Couche d'ozone, couche basse de la stratosphère, limite stratosphère, troposphère, mais plutôt couche basse stratosphérique. Et voilà, on va le faire comme ça. Joseph Fourier nous a dit que dans l'atmosphère, il y a des gaz, et ces gaz ont tendance à avoir un effet de serre, donc à absorber la chaleur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le Soleil envoie de la lumière, c'est de la lumière blanche, c'est-à-dire que ça va en gros on va dire de l'infrarouge à l'ultraviolet, mais nous, ce qu'on reçoit, c'est essentiellement de la lumière blanche. Je fais rapide, hein. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'essaye de faire assez rapide. La Terre, en recevant cette lumière blanche, se réchauffe. Je prends un exemple qui vaut ce qu'il vaut, c'est juste pour essayer de matérialiser le truc. Quand vous allez à la plage l'été, vous vous mettez au soleil, paf, vous prenez un coup de soleil. Vous avez reçu plein d'énergie par le soleil. Qu'est-ce qui se passe ? Donc vous avez d'abord des coups de soleil un peu rouges, mais surtout si vous rentrez chez vous le soir, vos parents ou vos amis,
s'approchent de vous et ils sentent « Ah mais t'es chaud, tu rayonnes ». En fait oui, t'es chaud, tu rayonnes, tu as augmenté la chaleur que tu as reçue, qu'est-ce que tu fais? Ton corps il a envie de redescendre ta température et qu'est-ce qu'il émet? De l'infrarouge. Un moyen d'évacuer la chaleur, c'est d'émettre de l'infrarouge. Et donc on émet de l'infrarouge. Et bien la Terre c'est pareil, elle reçoit la chaleur par le Soleil. Or, s'il n'y avait pas tout ce qu'on avait dit, on a vu que la température de la Terre elle était stabilisée. Pourquoi? Parce que naturellement, la Terre, elle, réémet de l'infrarouge. Et donc cet infrarouge, qui transporte beaucoup de chaleur, est absorbé par les gaz à effet de serre. Et ça, c'est un phénomène naturel. C'est bien, c'est ce qui fait que ça nous survit. C'est ce qui fait que ça a créé la vie sur Terre. Donc, comme ces gaz absorbent la chaleur qu'il y a dans les infrarouges, la température de l'atmosphère se réchauffe. Et c'est ce qui fait que la température de l'atmosphère n'est pas à moins 18, mais à plus 15. Donc l'effet de serre, il faut le dire, c'est bien. Sans effet de serre, on ne serait pas là. Donc l'effet de serre est bien, hein. Il n'y a aucun souci. Un équilibre naturel s'est formé qui a permis le développement de la vie. Il y a eu de l'eau sous forme liquide et donc le développement de la vie, et ça c'est super. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que si on augmente l'effet de serre, donc en gros, si on augmente la quantité de gaz à effet de serre, on va intensifier ce phénomène. Et donc si on intensifie ces phénomènes, on va absorber plus d'infrarouge. Et donc on va réchauffer l'atmosphère, et donc on va faire augmenter la température. Et toute la problématique, c'est de savoir de combien. En gros, c'est un peu ça. Alors, globalement, on a créé un déséquilibre, hein. On le voit, on a augmenté la concentration de CO2, et donc on a créé un déséquilibre. Encore une fois, comparaison n'est pas raison, je vous donne juste Vénus. On avait vu Vénus, c'était, je crois, plus 50, je crois, hein, c'est ça? Bon, Vénus, pas de bol, son atmosphère est quasiment exclusivement formée de CO2. Et donc ça passe de 50 à 420 degrés en moyenne. Alors, encore une fois, avant qu'on arrive à 420 degrés, je pense qu'on va réagir avant. Et puis, je pense que je ne sais même pas si c'est réalisable. Enfin, voilà. Mais c'est juste pour dire que le mécanisme d'effet de serre et de gaz à effet de serre, il marche, quoi. Ce n'est pas juste un mythe. En synthèse, donc je ne vais pas trop parler des ultraviolets, je n'ai pas trop le temps, mais en synthèse, la Terre reçoit de la lumière visible et réémet de l'infrarouge. S'il n'y a pas d'atmosphère, on est à moins 18 degrés. Grâce à l'atmosphère, on reçoit toujours la lumière visible, on réémet de l'infrarouge, sauf qu'il y a une partie de cette chaleur qui est absorbée par l'atmosphère et on est passé à plus 15. Le souci, c'est que si on augmente cet effet de serre, et donc c'est l'effet de serre additionnel qui pose problème. Si on augmente cet effet de serre, on va augmenter la température et c'est ça de combien? Et c'est là toute la problématique. Alors là, j'avais mis ça, c'est pour vous donner un peu plus de... Bon, bref, j'ai pas le temps. Et puis il y a encore d'autres éléments. Si ceux qui sont intéressés peuvent venir me voir, je vous donnerai les références pour aller voir les données beaucoup plus précises. Attention, ne pas mélanger réchauffement climatique et trou dans la couche d'ozone. Le problème, c'est que l'ozone est un gaz à effet de serre et les gaz qui étaient responsables du trou de la couche d'ozone sont aussi des gaz à effet de serre. Donc malheureusement, dans la tête des gens, des fois, ça se mélange, mais c'est pas tout à fait la même chose. La couche d'ozone, elle est bien parce que c'est la couche d'ozone stratosphérique et peut-être comme vous avez pu le voir ici, elle nous protège contre le rayonnement ultraviolet. C'est-à-dire que cette couche d'ozone stratosphérique, elle nous envoie, enfin nous bloque le rayonnement ultraviolet. Et ça, c'est vraiment hyper bien. Et donc forcément, quand il y avait un trou dans la couche d'ozone, les ultraviolets y passaient et il y avait beaucoup plus gros risques, notamment de cancer de la peau ou autres liés aux ultraviolets qui passaient. Alors, les gaz à effet de serre. Globalement, je passe ici, ce n'est pas les composants majeurs, hein. Azote, oxygène, argon, à E3, on a quasiment la concentration, on a quasiment 100%, eux ne sont pas gaz à effet de serre. Les gaz dont on parle, c'est la vapeur d'eau. Alors la vapeur d'eau, c'est très très compliqué, parce qu'elle a un rôle ambivalent, et puis en plus, la vapeur d'eau, on en a besoin pour le cycle de l'eau, donc voilà. Les vrais, ceux qui nous embêtent vraiment assez fortement, c'est le dioxyde de carbone, le méthane, l'ozone, le protoxyde d'azote. On en verra d'autres, mais c'est cela. Ce que je veux dire, c'est que c'est des concentrations très très faibles. C'est même pas du pourcent, c'est pas du pour 1000, c'est du ppm, du pour million, en fait, du parti par million.
Néanmoins, avec des concentrations si faibles, on arrive à modifier assez fortement le climat. Juste ça, c'est pour dire que ces gaz que l'on a mentionnés, ils existent à l'état naturel et ils sont, entre guillemets, naturels, donc bien ou pas bien, c'est pas la question, c'est qu'ils existent. C'est juste la modification des émissions qui sont problématiques. Plus la création de certains gaz, notamment comme les CFT, qui sont les gaz pour les aspects calorifiques, frigo, climatisation, d'autres aspects industriels. Voilà, on a créé des nouveaux gaz de synthèse qui, eux, sont des problèmes. Donc c'est la modification des émissions et aussi la création de certains gaz. Alors, je vais passer ces aspects-là, mais juste ce qu'on pourrait dire, c'est que globalement, on a tendance à dire, bon ok, ça émet beaucoup, et là j'ai pris des images qui peuvent faire peur, mais globalement, l'atmosphère c'est gros, et ça se dilue, et puis ça devient négligeable. En fait, non, pas tant que ça. Pas parce que vous vous souvenez, j'ai dit, troposphère 10 km, stratosphère 50. Si on va jusqu'à large, on va jusqu'à la mésosphère, on est à peu près à 100 km. Et encore, on est déjà bien dans le vide. Voilà. Si on prend 100 km ou 50 km, bref, et qu'on compare par rapport au rayon de la Terre qui fait à peu près 6380 km, on se rend compte que l'atmosphère, elle est hyper fine en fait. Souvent, on parle, la Terre, c'est comme si on prenait une pomme, et l'atmosphère, c'est comme si on faisait une toute petite couche de peinture ou de vernis sur cette pomme. C'est très fin. Et donc finalement, l'ensemble de la population mondiale, enfin l'humanité, a réussi à modifier la concentration de ces gaz et les modifier de telle sorte qu'on modifie maintenant les mécanismes de réchauffement. Enfin, on modifie l'effet de serre, on a créé un effet de serre additionnel et on modifie la température. Tous ensemble, on a réussi à faire ça. Alors, je ne sais pas si c'est pour... enfin, forcément, ce n'est pas pour le bien. Maintenant, la question, c'est comme on a réussi à le faire dans un sens, il faudra essayer d'arriver à aller dans l'autre sens pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un pic et qu'on arrive à rediminuer après les émissions. C'est très compliqué, on pourra en reparler si vous avez des questions. Juste ce que je veux dire pour essayer encore d'enfoncer le clou et puis pas de vous déprimer, mais bon, malheureusement, c'est qu'il y a forcément le CO2. Ça, c'est la contribution à l'intensification de l'effet de serre entre 1980 et 90. Ça n'a pas valeur, comment dire, universelle, c'est juste pour donner quelques idées. Le CO2, c'est un peu plus de 50%. Le méthane, c'est cette partie-là. Le protoxyde d'azote, c'est cette partie-là. Et puis là, c'est tout plein d'autres gaz, on va dire, industriels. C'est pas tant là-dessus que je voulais venir. C'est sur ce schéma-là. C'est qu'en fait, ces gaz, une fois qu'ils sont émis, ils ont une durée de vie. Vous savez que quand on émet des gaz dans l'atmosphère, ils réagissent avec d'autres gaz, et puis ça réagit, ça se détruit, ça se recrée, enfin ainsi de suite. Le CO2, une fois créé, il vit en moyenne 125 ans. Ça veut dire qu'en fait, toutes les quantités de CO2 qu'on émet en ce moment, on va les garder, en gros, jusque dans 125 ans avant qu'ils se réagissent et qu'ils se dissipent. Et ça, c'est le côté mais qui fait mal, qui est un peu déprimant, c'est-à-dire que quand bien même on agit tout de suite, on n'a pas une réponse immédiate de la concentration de CO2. C'est-à-dire qu'avant de modifier profondément la concentration de CO2, il faudra attendre un certain temps avant qu'on voit vraiment baisser la concentration de CO2. Et vous vous rappelez, j'ai dit aussi que le climat, il avait une inertie. Et le climat, il réagit à la concentration de CO2. Donc on ajoute l'inertie du climat. Donc avant de vraiment voir la conséquence, bon voilà, je sais que ça a fait un peu de... Ça, oui ? Donc après le confinement, on n'a pas vu de changement particulier ? Alors, encore une fois, ça c'est une question que j'ai en fait déjà eue. Même si on voit un changement, on peut voir le changement sur les émissions. J'ai pas vu les données sur les concentrations et je suis pas sûr, et ça on pourra aller regarder si tu veux à la fin, parce qu'on va regarder sur le site des concentrations. Je sais pas si on verra une tendance nette sur les concentrations. Pourquoi ? Parce que tu as des variations saisonnières et je suis pas sûr qu'on soit au-delà des variations saisonnières. Surtout que depuis on est reparti à la hausse malheureusement. Et dans tous les cas sur le climat, tu verras pas de conséquences claires parce qu'il faut attendre au moins 10 ans, voire 30 ans pour voir une conséquence claire. Donc un épiphénomène, malheureusement, aussi important qu'il puisse avoir été, qui est le Covid et le confinement mondial, on voit sur les émissions, je ne suis pas sûr qu'on le voit sur la concentration, mais clairement, on ne pourra rien en conclure sur l'évolution du climat, parce que ce sera trop court en termes de temps. Donc voilà, déjà, ça c'est un premier point. Et l'autre truc, c'est que les gaz, on sait que les gaz sont des gaz à effet de serre, mais ils n'ont pas tous le même pouvoir. Il y a un truc qui s'appelle le pouvoir de réchauffement global. Et donc à la grosse, on va le faire rapidement,
1 tonne de CO2, c'est notre référence, c'est notre étalon, il vaut 1. Sauf que si on émet 1 tonne de méthane, CH4, on voit que son pouvoir de réchauffement global, c'est 21. Et donc, il est 21 fois plus puissant que le CO2. Donc, c'est comme si, en fait, quand on émet 1 tonne de méthane, comme si on avait émis 21 tonnes de CO2. Ah là, ça commence à piquer. Et le souci, c'est que le gaz fluoré, donc les gaz de climatisation, de frigo, de climatisation de voiture, c'est pour ça qu'on vous casse les pieds quand vous allez chez le garagiste et qu'on vous dit oui, c'est hyper contrôlé, les quantités de gaz qu'on met dans la clim et tout, ils numérotent tout. C'est pour ça, c'est parce que les gaz fluorés, eh ben, eux, 1 tonne en gros de gaz fluoré, donc je vais mettre CFC, c'est équivalent à 16 000 tonnes de CO2. Alors, c'est une moyenne, hein, on est d'accord, en gros c'est une moyenne. Mais 1 tonne, c'est 16 000. Et là, on fait, ah ouais, 16 000, là, ça fait beaucoup. Donc en fait, c'est pour ça que même des quantités très faibles dans vos frigos ou dans vos clims, si ça part à l'atmosphère, c'est 16 000 fois plus que ce que vous avez perdu en équivalent CO2. Et donc quand on prend ce pouvoir de réchauffement global et la durée de vie, là on se dit, waouh, ça va être compliqué. Et ça va être compliqué. Mais c'est pas impossible, hein. Vraiment, il y a des scénarios qui font, notamment, je n'aurai pas le temps d'en parler là, mais il y a un scénario à plus 1,5 qui arriverait à maintenir le truc. Alors, et sinon à l'avenir? Alors, voilà, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une inertie. Le climat, il a une inertie. Et ça encore, c'est des données que j'ai repris, mais c'est pareil, c'est schématique, c'est des données que j'ai repris du rapport de 2001. En gros, là, on donne 2 scénarios. C'est-à-dire, si jamais on arrive à avoir une émission constante, ici. Donc là, on se dit, on a une émission constante. Ça veut dire que la concentration, elle continue à augmenter tout le temps. Et là, la température, elle va augmenter. Donc, il y a toujours un délai ici. Si jamais on se dit, tiens, on émet, on a émis, tac, et on continue à baisser. Alors là, dans le graphe, c'est aux alentours de, en gros, 2020, 2030, je ne sais pas, on va dire, allez, 2025, admettons. Et qu'on diminue. Mais genre, pas un petit peu, on diminue drastiquement, Et bien, en fait, le climat, la température, elle va continuer de monter, même au-delà du point d'inflexion, qui est 2025. Elle va continuer à augmenter et elle va se stabiliser aux alentours de 100-125 ans après. Donc en fait, on verra que les émissions vont diminuer, on le saura, mais la concentration continuera à augmenter. Et donc, in fine, la température continuera encore à augmenter. D'accord ? C'est pas... Voilà, c'est un peu le côté déprimant. C'est pas pour autant qu'il faut rien faire, parce qu'il y a, on peut faire quelque chose. On peut rien que de savoir que les émissions baissent et qu'on diminue, on va savoir qu'on va réussir à faire quelque chose et que ça va changer quelque chose. Donc il faut pas complètement déprimer, c'est pas mon but. Hein. Mais voilà, malheureusement les faits sont comme ça. Alors ici, je voudrais essayer d'aller assez vite pour finir. Là, je crois que je déborde déjà. Il y a différents scénarios. Ça, c'est des données que j'ai repris du rapport de 2013. Donc, ce n'est pas ce rapport-là, c'est celui de juste avant, le AR5, le Assessment Report 5e, où ça, c'est le Summary for the Policymaker. En gros, c'est un résumé pour les décideurs. C'est-à-dire, en gros, les décideurs politiques, on sait qu'ils n'ont pas le temps de tout regarder, donc on fait des résumés en leur disant, voilà à la grosse les tendances, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, le RCP 2.1, c'est le... Alors, c'est pareil, pas trop le temps de rentrer, mais c'est le... Representative Concentration Pathway. Ça veut dire en gros quelle va être la trajectoire d'émission de gaz à effet de serre pour avoir une augmentation du forçage radiatif de 2,6 watts par mètre carré. Alors on rentre dans les détails, je suis désolé, ça veut peut-être pas forcément dire à grand chose, mais en gros là on émet mais pas trop. Là on augmente de 8,5 watts par mètre carré. Ça commence à devenir beaucoup, ça fait beaucoup. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit les écarts de température entre 1986 et 2005 et 2080 et 2100. En gros,
les températures qu'on a vues nous là dernièrement et les températures qu'on aura à la fin du siècle. Selon les scénarios, ça veut dire est-ce qu'on essaye de limiter vachement nos émissions de gaz à effet de serre, et auquel cas on va limiter un peu le phénomène, ou est-ce qu'on lâche les chevaux et puis on augmente. Et là, ce qu'on voit globalement, c'est que quand c'est bleu, c'est que la température diminue, et quand c'est rouge, c'est qu'elle augmente. Et en fonction, jaune-rouge, elle augmente. Donc là, dans le scénario de 6, on voit que globalement ça augmente, mais ça reste des augmentations sur l'ensemble de la zone habitée, des augmentations qui restent à peu près raisonnables, de l'ordre de 0,5 ou 1 degré ou jusqu'à 1,5. Donc ce n'est pas le scénario à 1,5 parce qu'on a déjà quasiment augmenté d'1 degré. Donc c'est un scénario intermédiaire. Mais globalement, voilà. Pour info, pour avoir le scénario à 1,5, c'est-à-dire pour avoir plus 1,5 degré, là, les dernières données nous disent qu'il faut à partir de 2050 avoir des émissions négatives de CO2, des net negative emissions. Ça veut dire en gros, à partir de 2050, il ne faut pas qu'on émette du CO2, il faut qu'on en absorbe. Il faut que le système que l'on a soit plus absorbant que émissif. C'est un challenge, hein. Mais voilà, sur le scénario 1,5 degré, c'est ce qu'il faut aux alentours de 2040-2050. Voilà. Par contre, si on ne fait rien, si on ne fait clairement rien, donc nos enfants, peut-être vos enfants, eux, ils vont le voir, 2080-2100. Là, c'est pas la même. Typiquement, si on prend l'Europe, c'est aux alentours de 3-4 degrés, 5 peut-être. Si on prend l'Afrique, là, ici, sur cette partie-là, c'est 5, voire plutôt 6-7. Donc quand on sait, par exemple, sur Niamey, l'été, c'est en moyenne plus 45 degrés, je crois que c'est à peu près ça la moyenne l'été. Si tu rajoutes 5 degrés sur une moyenne qui est déjà à plus 45, tu fais à plus 50. Là, ça commence à piquer, quoi. Ça pique sévère. Bref, vous pouvez retrouver un autre point, les zones polaires, et notamment la partie arctique, c'est elle qui prend les plus grosses augmentations. Dans tous les scénarios, que ce soit le scénario le plus favorable ou le scénario le moins favorable, c'est toujours sur les pôles que ça augmente beaucoup. Et là, ici, sur le scénario le plus favorable, enfin un des plus favorables, on augmente de l'ordre de 2 à 3 degrés. Sur le scénario plus défavorable, ça va de 8 jusqu'à 9, 10, 11 degrés. Alors, ça, c'est la température sur la moyenne des températures. Donc ici, le 2,6, c'était ce scénario-là. Alors, malheureusement, dans le dernier rapport, ils ont changé les nomenclatures. Mais bon, je vous donne celui que je vois. Là, ici, vous avez le 0 qui est notre équivalent de plus 15 degrés. Sur ce scénario à 2,6, en fait, voilà, on prend en gros encore plus 1 degré. Voilà. Donc, voilà, c'est à peu près ça l'idée. Si on a le 8, le scénario à 8,5, là, à l'échelle de 2100, on a en gros un peu plus que 4 degrés. Un peu plus que plus 4 degrés. Et là, c'est plus 1, voire un peu plus que 1 degré. D'accord ? Donc quand on vous dit que le rapport du GIEC, alors pas celui-là, mais le rapport de 2013, c'est le rapport de 2013, le rapport de 2013 annonce un réchauffement entre plus 1 et plus 4 degrés, c'est pas l'erreur, c'est pas la variable, c'est pas une erreur d'estimation, ça dépend du scénario. C'est ça, hein. Le plus 1 degré, c'est avec un scénario très favorable, c'est-à-dire que l'on émet beaucoup moins, voire même on a des émissions négatives. Et le scénario à plus 4 degrés, c'est on lâche les chevaux, quoi. Voilà. Après, la variation, elle est là-dedans. C'est là qu'on voit la variation. Donc là, on est à plus ou moins 0,5. Sur le scénario à 8,5, comme on lâche un peu tout, la variable, l'erreur, si on veut, elle est un peu plus grande. Mais voilà. Donc j'insiste bien, c'est quand on vous donne une fourchette entre plus 1 et plus 4, c'est pas une erreur, c'est en fonction de ce que nous allons faire collectivement. Et enfin, précipitation. Alors, je vais essayer d'aller vite. Là, c'est le RCP 8.5, le RCP 8.5, et ça, c'est le même que tout à l'heure. En gros, sur le 8.5, déjà sur le 2.6, on voit qu'on avait parlé tout à l'heure de la Méditerranée, des petits problèmes d'eau, et ça va avoir tendance encore à diminuer. Et là, si on prend le 8.5, ça va diminuer très clairement. La Méditerranée elle va avoir encore beaucoup moins d'eau. La partie, typiquement le nord-est brésilien, beaucoup moins d'eau.
La Californie, beaucoup moins d'eau. La partie Australie, bon, c'est pas encore très très net, mais beaucoup moins d'eau. Cette partie-là, beaucoup moins d'eau. Enfin voilà, on a des tendances qui sont claires. Voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des aspects géopolitiques. Si on regarde le cas du Canada qui n'était pas dans Kyoto, qui est sorti de Kyoto, la Russie qui est rentrée dans Kyoto pour des raisons un peu spéciales, parce que par rapport au mode de calcul, ils étaient déjà, avec l'effondrement du bloc soviétique, ils avaient déjà répondu à Kyoto. Mais ce que l'on voit, c'est que ces pays-là, ils sont dans ces zones-là. Dans ces zones-là, c'est les zones où il y avait du permafrost, donc inutilisable. Si ça réchauffe, bah, c'est plus du permafrost, ça devient de la terre. Si ça devient de la terre, on peut en faire de l'agriculture. En plus, s'il pleut un petit peu plus, ça ne fera pas plus de mal. Donc il faut aussi garder à l'esprit ce côté un peu insidieux du truc, c'est que certains pays n'ont peut-être pas forcément que du négatif. Je me fais l'avocat du diable, hein, je tire les traits un peu fort, mais voilà, faut quand même le garder à l'esprit que certains pays, bah, pour eux, c'est pas forcément... En plus du fait que si le permafrost s'en va, il y a des zones qui seront accessibles, notamment avec certains champs de pétrole ou certains champs de gaz qui sont inaccessibles et qui pourraient le devenir. Je vais assez loin, hein, on est d'accord, je vais très très loin. Le niveau de l'eau moyen. Bah, le niveau de l'eau, c'est très très lent. C'est très 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 lent, l'inertie elle est encore plus importante. Donc pareil, sur le RCP 2.6, on voit à l'échelle de 2100 une augmentation de l'ordre de 0,4 mètres. 0,4 mètres, c'est à peu près 40 cm, c'est ça. Alors c'est jouable, hein. Surtout dans nos pays, c'est jouable. Alors pareil, il y a des variations spatiales, il y a des zones où ça augmente plus, il y a des zones où ça augmente moins. Clairement, certaines îles du Pacifique, même avec 0,4 mètres, ça devient critique, et en plus, eux, localement, en général, c'est un peu plus. Donc voilà, nous, dans les pays, on va dire, développés, on a moyen de rehausser nos digues. Donc ça va coûter un peu, puis on va le faire. Mais voilà, il y a d'autres pays où ils ne pourront pas. Par contre, si on va jusqu'au 8, RCP 8.5, là, c'est plutôt de l'ordre de 75 cm. 75 cm, ça devient ça. Quand on augmente de 75 cm, là, il y a clairement des zones qui deviennent problématiques. Notamment, typiquement, au niveau du Bangladesh, au niveau du delta du Gange et du Brahmapoutre, c'est des zones agricoles. Si ça augmente de 0,8 mètres, toutes ces zones-là deviennent quasiment inondées avec de l'eau salée et c'est inutilisable. On ne peut plus alimenter. Le Bangladesh, c'est une sorte de petite enclave entre la Birmanie et l'Inde, petite enclave de quelques millions d'habitants. Ils ne s'entendent pas forcément bien à gauche, à droite. Ça risque de faire un côté explosif au niveau réfugiés climatiques. Et enfin, le dernier point, j'ai bientôt terminé, ça c'est le Northern Hemisphere September Sea Ice Extent. En gros, ça veut dire, vous savez que, je vous l'ai dit, la calotte polaire arctique, c'est un énorme iceberg. L'été, il rétrécit, l'hiver, il grandit. L'été, il rétrécit, l'hiver, il grandit. Sauf que, selon les scénarios, si on prend le scénario à 8,5, eh ben, en septembre, qui correspond à la fin de l'été, où la période jusqu'à après, ça commence à refaire froid et ça regrandit, eh ben, la quantité de surface de glace diminue. Et donc, selon ce scénario RCP 8.5, en 2050, c'est à peu près là, et bah, en été, il n'y aura plus de calotte polaire arctique. On n'en aura plus. On aura des gros glaçons, mais il n'y aura plus de calotte polaire arctique. Parce qu'à partir de ce seuil, là, ici, marqué, c'est que c'est tellement petit qu'il y aura des effets instables et ça va se craqueler, puis ça va faire des myriades de glaçons, mais ce ne sera plus une calotte polaire. Voilà. Ça se reformera un petit peu pendant l'hiver, mais sauf que ça va se démanteler complètement l'été. Encore une fois, il y a des aspects géopolitiques, accès à certaines ressources pétrolières, accès à des routes pour le commerce, voilà. Mais il y a aussi d'autres aspects qui sont les ours polaires arctiques, comme par définition ils sont arctiques, ils vivent là. Et en fait, eux ils peuvent nager, mais ce n'est pas des poissons, ça reste des ours. Donc en fait, il faut qu'ils puissent se reposer et aller dormir sur quelque chose de solide. Et donc si pendant un mois ils sont à l'eau, en gros, voilà, vous avez compris, ils sont partis, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas encore impossible. Quand je dis impossible, c'est-à-dire que le RCP 2.6, là, celui qui est le plus favorable, il nous dit que si on y va vite et on arrive, puis peut-être qu'on va arriver à sauver le truc. Peut-être. Bon, la variabilité sur le résultat, elle est encore assez grande. Et sur les scénarios RCP 2.6, mais les plus négatifs, on arrive quand même limite à toucher le moment où ça va se désintégrer. Donc bon,
On espère avec ce scénario sauver la calotte polaire arctique l'été, mais on n'en est pas sûr. Voilà. Mais voilà, ça date d'il y a 7 ans. Hein. C'est des choses qu'on sait depuis 7 ans. C'est pas une découverte, hein. C'est pas une surprise. Ça se sait. Bon voilà, et puis ça en gros, c'est un graphe qui est assez compliqué, mais qui résume le truc, c'est qu'en gros, la conclusion c'est qu'il faut diminuer nos émissions, voire aller vers des émissions négatives à court terme. Je vais faire simple parce que je vois que j'ai débordé. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que j'étais à peu près clair. On va regarder la température, puis on pourra quantifier la différence. Voilà, merci pour votre attention. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. 28,8 et 26,0.